Bonsoir à tous, merci de nous préférer pour vous informer. Vous êtes sur la RTG et c'est l'émission Sport Dimanche de ce mois de juillet. Nous sommes le 20 en tout cas du 7e mois de l'année 2025. Plusieurs actualités, beaucoup d'actualités d'ailleurs sur le plan national et international, surtout avec les sports demain. On va parler du stage du Sili national local qui a séjourné au royaume chérifien pour ses préparatifs du championnat d'Afrique des Nations, la 8e édition qui se tiendra conjointement en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Et puis il sera question du cyclisme. Oui, la Fédération guinéenne de cyclisme a tenu son 10e congrès électif il y a de cela 2 semaines. Et pour en parler, nous sommes avec le secrétaire général adjoint de la dite fédération. Il sera aussi question de l'afro-basket des moins de 16 ans et la Guinée a été vraiment honorée de ce côté. Le plancher ou encore le palais des sports du stade 28 septembre a vibré au rythme des qualificatifs de cette compétition qui se tiendra au Rwanda. Et le championnat national de handball féminin qui aussi a démarré au gymnase du stade 28 septembre. Toutes ces actualités, c'est ici dans Sport Dimanche. Pour commencer, on va dire bonsoir à notre invité du jour, Alseni Camara. Il a double casquette aujourd'hui, président du conseil de quartier de Ratoma Centre, secrétaire général adjoint de la FEGI Cyclisme. Bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Ça va? Ça va, ça va. Et au quartier? Oui, ça se passe bien. Sportivement, comment se porte votre quartier? Bon, le quartier se porte très bien, puisque comme je vous ai dit à l'entame, nous sommes un tournoi intercarrière organisé par la mairie en collaboration avec les 11 quartiers de Ratoma. Ça marche, on reviendra là-dessus prochainement. Et à ma droite, ils sont de la maison, notre Kuntigi à nous, du service des sports de la RTG, Sekouna Kamara, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir à toutes et à tous. Ça va? Oui, ça va très bien. Pour ce week-end, moins de pluie. Ah oui, heureusement, moins de pluie pour ce week-end. Et ça fait bien. Ouais. Et c'est pourquoi nous sommes tous là pour parler encore du sport comme d'habitude. Et lui, l'autre, depuis qu'on a quitté le centre d'instruction, voilà, on ne s'était pas encore retrouvé sur le plateau. Mamoudou, cloîtré à la radio. Mamoudou, bonsoir. Oui, bonsoir Abdoulaye Diallo, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent de partout, hein, et à travers la RTG et dans le monde entier. La forme, elle est là? Oui, comme toujours, on est là, on garde la forme. Toujours discipline, honneur, loyauté. Et loyauté, on est là, prêt à servir la nation, Ouais. voilà, dans la plus grande tranquillité, voilà, on est là. Et je pense Les téléspectateurs avaient hâte de vous voir, hein, puisque on est là il y a au finalement. moins 2-3 semaines Ouais, à la radio. On a tout le temps café à la radio là-bas en train. Bon, comme c'est le même travail que vous nous servez faisons. encore autrement la nation. Et Oui. qu'on soit à la télé ou à la radio, c'est d'être utile à la nation, c'est le plus important. Voilà, c'est par cette très bonne humeur, mesdames et messieurs, qu'on démarre cette émission avec la complicité des cadreurs qui nous accompagnent et une réalisation signée des mains de maître de Yamoussa et Kamara. Alors, monsieur Kamara Alseni, on l'a dit, hein, à l'entame, le 10e congrès électif de la Fédération guinéenne de cyclisme a eu lieu le 4 juillet dernier. Et globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce congrès? Merci, M. Diallo, de m'avoir invité au niveau de votre studio. Je pense que réellement, comme vous le savez, la 10e assemblée, il faut dire comme ça, s'est tenue du 4 juillet au niveau du Comité national olympique et sportif guinéen. Comme l'a suivi, et cette fois-ci, la Fédération guinéenne de cyclisme, il y a eu beaucoup de nouveautés, parce qu'il faut oser de le dire, parce que sur les 13 membres, on a pu retrouver au moins 4 femmes au niveau du bureau. Et par rapport au poste qui était au niveau de cette fédération, on a pu avoir au moins un poste qui est consacré uniquement pour les femmes. On appelle cyclisme féminin, comme vous le savez. La présidente de cette fédération guinéenne du cyclisme, Mme Adjamina Tamara, depuis sa venue au niveau de cette fédération, elle a ménagé beaucoup d'efforts par rapport à cette discipline. Comme vous le savez, c'est la première femme au niveau national, on peut dire comme ça, qui est membre de la Confédération africaine du cyclisme.
Donc elle est au niveau du cyclisme féminin, au niveau de la Confédération africaine. Donc cette fois-ci, la nouveauté, on a créé un nouveau poste, là où les femmes s'occupent. Ok, c'est là. Monsieur le secrétaire adjoint, Adja Aminata Amara qui a été réélu, il faut donc préciser. Qu'est-ce qui a plaidé en sa faveur? Et comme vous le savez, Adja, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est le deuxième mandat de Adja Aminata Amara. Mais depuis que la femme est venue au niveau de cette fédération, on a eu beaucoup d'avancées, il faut oser le dire. Parce que comme vous le savez, le cyclisme guinéen était à l'agonie. Et dès que la femme est venue, on s'est battu de corps à âme avec le nouveau bureau. Donc on a pu inscrire la Guinée au niveau de l'UCI, Union Cyclisme International. Donc vous l'avez suivi chaque année de décembre, c'est-à-dire du 27 novembre au 1er décembre, c'était le Tour international de la Guinée qu'on organisait. Donc ce n'était pas facile de mettre la Guinée sous ce calendrier. Et quand la femme est venue, elle s'est battue de corps à âme jusqu'à ce qu'on a obtenu une place au niveau de la Confédération africaine du cyclisme, au niveau du cyclisme international. Oui. Bon, je voulais toujours parler de l'Assemblée du 4 juillet dernier, qu'on a suivi avec beaucoup d'intérêt. À l'interne même du bureau exécutif qui a été mis en place, il y a eu des réaménagements à l'interne. Par exemple, le secrétaire général, M. Souma, qui était là pendant près de 30-35 ans, a changé de poste. Il y a une nouvelle personne qui va être désormais le secrétaire général et beaucoup de postes comme ça à l'interne. Qu'est-ce qui a prévalu à ce changement à l'interne? Et merci de m'avoir posé cette question. Je pense que M. Souma était secrétaire général et en même temps trésorier au niveau de la fédération. Si vous avez suivi l'ancienne configuration de la fédération, cette fois-ci nous avons réellement vu, c'est-à-dire l'expérience que M. Souma a, et vu que il est un peu malade, parce qu'actuellement il faut qu'on essaie de faire un transfert de compétences et de transmettre la compétence au niveau de cette nouvelle génération. C'est pourquoi cette fois-ci on a dit à M. Souma, il faut qu'il se repose. Quand on dit qu'il faut qu'il se repose, mais pas de la manière. Il est au niveau du bureau, il occupe la quatrième place, là où il est quatrième vice-président au niveau de la fédération. On a dit, puisque c'est la nouvelle technologie, il faut des jeunes qui sont frais et autres là. Donc c'est pourquoi on a jugé nécessaire de faire une petite modification pour qu'on puisse envoyer des jeunes qui sont au niveau des outils informatiques, qui connaissent un peu, c'est-à-dire le sport et tout ce qu'on suit. Donc c'est pourquoi cette fois-ci, il y a eu cette modification. Et voilà, et parlant toujours de ce congrès, la nouveauté, c'est l'arrivée de 3 autres personnes, puisque c'est la liste conduite par Adja Aminata Amara qui a été plébiscitée, à l'unanimité d'ailleurs, et finalement il n'y a pas eu d'opposition. Et là, que comptez-vous faire réellement pour booster davantage ce sport en Guinée? Parce qu'on le sait, on était habitué, on le disait hors antenne, au Tour cycliste international, mais il y a eu des facteurs connexes qui ont empiétré cela. Et comme vous le savez, le cyclisme, je pense que c'est l'un des sports qui draine beaucoup de monde. Parce que moi, honnêtement, le cyclisme m'a permis de connaître beaucoup de régions en Guinée, parce qu'on a organisé beaucoup d'activités à l'intérieur du pays, comme à Conakry. Donc, je crois que nous avons des perspectives par rapport à cette mandature du Adja Aminata Amara. Parce que, comme je vous ai dit à l'entame de mes propos, que la Guinée était inscrite au niveau de l'UCI, l'Union Cyclisme International. Nous avons vu qu'après, quand nous sommes venus, nous avons pu organiser 2 tours internationaux, à savoir le 8e et 9e tour. Donc, le 10e tour, il y avait eu beaucoup de difficultés par rapport à l'avènement de la maladie Covid-19. Donc, nous avons beaucoup freiné le sport en général, on peut dire comme ça. Donc, vraiment, la Guinée, la place qu'on avait, on a fait au moins 3 à 4 ans sans organiser ces compétitions. Donc Adja est en train de se battre pour que la Guinée puisse encore revenir au niveau de ce calendrier, pour que nous puissions tenir le cyclisme au niveau de cette année. Comme vous savez que c'est l'un des sports phares de la Guinée, il faut oser le dire, parce qu'on a organisé pas mal au niveau de la région, en Haute-Guinée, on a organisé des tours, le tour en Haute-Guinée, et Fouta et tout ce qui en suit, quoi. Donc cette fois-ci, on veut encore, à travers le ministère des Sports, oui, avec la fédération et l'État guinéen, si la Guinée puisse encore obtenir cette place pour que nous puissions organiser ce tour international. En attendant l'organisation d'un tour international, dans l'immédiat, après le congrès, en termes d'animation localement, qu'est-ce qui est prévu?
Vous savez, à travers, je pense que le courage ou bien la volonté de monsieur le maire, puisqu'il faut oser le dire, puisque la reconnaissance c'est l'œuvre des grands hommes, monsieur Ahmed Sékou Traoré, le maire de la commune de Ratoma, nous avons pu organiser, ou bien nous comptons organiser des tours au niveau des communes. Donc la première commune qui nous a donné l'aval, c'est la commune de Ratoma. Parce que cette commune, ou bien au niveau des 5 communes de la capitale ou les 13 communes, on veut détecter, dénicher des talents pour qu'enfin puisse au moins compétir sur le plan régional, pourquoi pas sur le plan international. Donc la commune de Ratoma déjà nous a tendu la main et on a organisé le tour, qu'on appelle tour scolaire avec des enfants. Donc ça nous a permis encore d'avoir beaucoup de talents, dénicher beaucoup de talents. Et à travers le bravo de monsieur le maire, ces jeunes-là ont été récompensés. Actuellement, ces jeunes sont sur le registre de la Fédération guinéenne du cyclisme. Oui. Bon, moi j'ai juste envie de comprendre au niveau du cyclisme, comment ça fonctionne au niveau des pratiquants de cette discipline-là. Est-ce qu'ils évoluent en équipe ou en club? Et comment ils sont organisés à l'interne ici sur le plan national, sur le plan local? On a des clubs et on a des ligues. On a des clubs, on a des ligues. Mais qu'à cela ne tienne, parce qu'on veut recruter des pépinières à la base, on peut organiser un mini-championnat ou bien un mini-tournoi. C'est une manière, ceux qui veulent pratiquer cette discipline, ils ne savent pas où se diriger. C'est pourquoi cette innovation est venue de Adja, pour qu'on puisse mettre cette pratique au niveau de la communauté, à travers les 13 communes de la capitale. Et qu'en est-on des écoles, par exemple? Ramener la pratique dans les écoles, est-ce que cela est dans votre agenda aujourd'hui? Oui, ça fait partie. C'est pourquoi on a pu organiser le tour au niveau de la commune de Ratoma. Parce qu'on a collaboré avec une école qu'on appelle Columbia School. Columbia School, on a organisé avec cette école. Mais quand on avait organisé, on est parti, les différentes écoles de Ratoma, la commune de Ratoma, dénicher des talents qui ont représenté leur école et pourquoi pas leur établissement. Donc c'est le choix là qui a prévalu qu'on a pu organiser ce tour. Actuellement, il y a combien de clubs au niveau de la capitale qu'on a pris par exemple et à l'intérieur du pays? Quelle est la situation au niveau de ces clubs-là? Pour le moment, on a 52 clubs, si j'ai bonne mémoire. 52, mais au niveau de la fédération qui sont... Parce qu'il y a des clubs qui sont formels, il y a d'autres qui sont informels. Donc actuellement, on a 28 clubs formels au niveau de la fédération. Donc il y a d'autres qui comptent venir au sein de la fédération. Mais il y a des principes, il y a des étapes, il y a des règlements et des principes, comme je vous ai dit. C'est à travers tous ces principes et autres-là que nous pouvons enregistrer un club au niveau de la fédération. Oui. Entre votre volonté d'animer, de bien animer ce secteur, il y a aussi des problèmes de moyens qui s'opposent. Et votre source de financement, c'est où? Comment vous faites? Je pense que M. Sékou, nous connaissons tous ce qui se passe. Mais on peut dire que, comme vous le savez, le premier bailleur, ou bien le premier partenaire d'une fédération, c'est le ministère des Sports. Vous comprenez, le ministère des Sports, en train de faire, en train de donner peu qu'il soit, c'est moins, parce que nous évoluons dans un pays. Donc le pays, les infrastructures appartiennent à l'État. Donc ça, c'est représenté par le ministère des Sports. Et tout ce qui concerne des accompagnements, peu qu'ils soient, certainement, ils sont en train de faire, à travers leurs moyens, les petits moyens qu'ils ont, ils sont en train de faire. Et Madame la Présidente, avec certains partenaires, nous sommes en train de se débrouiller pour au moins, pour ne pas que nos athlètes puissent rater ces rendez-vous. Est-ce que le cyclisme, par exemple, est subventionné par l'UCI? L'UCI, comme je vous ai dit, nous sommes en observation. Parce que avant que Adja ne vienne à la tête de cette fédération, je pense que ceux qui ont connu le cyclisme guinéen depuis des temps, il y avait des renommés comme Ali Camara, vous l'avez connu, tous en Guinée. Donc après Ali Camara, c'est quand Adja est venu, la Guinée était suspendue. Donc il a fallu qu'on paye les pénalités qui étaient à la Guinée. Adja a payé les pénalités. Et nous avons vu réellement que Adja a cette volonté et le cyclisme est en train de prendre une certaine allure, une certaine tournure au niveau de ce pays. C'est pourquoi, avec les experts qui sont venus pour la formation des athlètes et des encadreurs, on a pu obtenir cette place. Cette place n'est pas venue fortuitement. Il a fallu qu'on essaie de cravacher dur pour obtenir cette place. Donc c'est pourquoi je vous ai dit que si l'État ne nous accompagne pas,
le ministère des Sports de Haute, là, on risque de perdre cette place. Donc le cyclisme guinéen, comme vous le savez, c'est un sport phare, surtout en Haute-Guinée, à l'intérieur du pays. Oui, Sekouna, non, je voulais juste, je voulais juste, parce que le cyclisme, c'est pas comme le football ou bien le hand, où pour que l'athlète joue, je parle de ces disciplines-là, il faut simplement un ballon. Au niveau du cyclisme, il vous faut des matériels. Et comment vous faites pour avoir ces matériels-là quand on sait qu'un vélo pro, c'est pas moins de 30 000 $, si je ne m'abuse. Le vélo en je carbone. Je parle sous votre en contrôle. Carbone surtout. C'est pourquoi je vous ai dit, quand Aya est venu avec, qu'on appelle l'UCI, on a pu obtenir quelques matériels. Parce qu'avant, quand les Guinéens partaient au niveau des compétitions, on avait des vélos qui sont lourds. Donc même si vous avez une certaine performance, mais si le vélo est lourd, vous ne pouvez pas compétir avec les autres. C'est pourquoi Aya, quand elle est venue, je vous ai dit, on a entamé des tournées sur le plan national et international. Elle a pu obtenir quelques matériels. Aujourd'hui, quand on dit que les Guinéens puissent aller, ou bien veulent aller dans une telle compétition, c'est avec ces matériels qu'on utilise. Comme je viens de rappeler, c'est des vélos qui coûtent cher. Vous pouvez trouver un vélo qui coûte à 33 millions de francs guinéens. Donc c'est cher. Actuellement, on a quelques matériels, mais qu'à ça ne tienne, on en a besoin. On en a besoin pour compétir avec les autres pays. Et pour une saison, il vous faut combien de vélos à peu près? Une saison? Une saison? Oui. Non, ça peut se gâter, on ne peut pas dire que... Mais si on a au moins les 200 vélos, ça peut nous aider. 200 vélos, ça peut nous aider. Pour toute la saison. Pour toute la saison. D'accord. Et plus loin, est-ce qu'au niveau de la fédération, par exemple, on a une équipe nationale de cyclisme qui est là en place, qui pourra représenter la Guinée dans les compétitions internationales? Oui, on a une équipe nationale. Vous-même, vous le savez, M. Mamoudou, on a une équipe nationale. Okay. Et quand Adja, comme je vous ai dit, qu'on a pu avoir une formation pour ces jeunes, 3 jeunes, qu'on a pu envoyer au niveau de l'Afrique du Sud, Cap Town, ils ont fait une formation de 6 mois. C'est une manière de venir relever le défi. Donc parmi les coureurs que nous avons, on avait pu dénicher des meilleurs qui sont illustrés. Donc on a organisé un mini-tour. Les 3 premiers, donc on les a envoyés à la formation. Dans le jeune Abdoulaye Bangoura? Abdoulaye, actuellement. Il est en Angleterre. Il est en Angleterre. Il suit la formation là-bas. Il fait l'honneur de la Guinée. Il y a d'autres comme Moussa Kamara. Il y a Moussa, il y a Ibrahim Souli, il y a Alpha Condé, il y a les Sidiki, il y a les Sané. Ils sont très nombreux. Il y a un très bon vivier. Un autre défi à relever par cette fédération aujourd'hui, c'est comment relancer cette discipline sportive, que ce soit au niveau national ou à travers le tour cycliste de Guinée que nous on a couvert. Abdoulaye en sait quelque chose. Ouais. On a fait le tour de la Guinée avec tous les pays voisins. Et la dernière grande compétition qu'on a organisée, c'est le tour de la Haute-Guinée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour relancer ces compétitions? Parce qu'on parlait de l'état des routes aujourd'hui. Quand vous prenez de Kindia jusqu'à Kourémalé, les routes sont très bonnes. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à la fédération pour relancer la compétition en Guinée? Merci. Et comme vous le savez, je crois qu'on a fait les 2 tours ensemble. Oui. Et donc on devrait commencer le premier tour quand nous sommes nouvellement venus. On devrait commencer de Guéguédou jusqu'à Conakry. Mais vu l'état de la route, oui, en ce moment, les 15 km entre Farana et Mamou, il n'y avait pas de route. Non, c'est de Kissidou à Guéguédou, il y avait les 15 km, la rentrée de Guéguédou, la route n'était pas praticable. Et quand nous sommes venus, parce que nous, on avait jugé nécessaire d'organiser 5 étapes. Donc la première étape, nous sommes venus, on a commencé de Kissidou. Kissidou, nous sommes venus à Farana. Oui. Arrivé à Farana, Mamou, ce n'était pas praticable. Donc il a fallu qu'on fasse un transbordement. On a mis les jeunes dans les camions et autres, les vélos et les matériels. Nous sommes venus à Mamou. Mamou, on a quitté Mamou pour l'Abbé. Le lendemain, on a quitté l'Abbé pour Mamou. Donc arrivé à Mamou, la 4e étape, on a pris Mamou-Kindia. Donc Kindia-Koya, ce n'était pas praticable aussi. Donc il a fallu qu'on fasse encore transbordement. Mais vu la situation actuelle, je crois que les routes sont bonnes. Très bonnes. Les routes sont bonnes. C'est qu'on compte organiser. Et comme je vous ai dit, tout dépend de l'État, le ministère des Sports qui peut venir en secours à la fédération pour que nous puissions saisir une fois encore le CI pour que la Guinée soit rétablie dans ses droits. Parce que, comme je vous ai dit, qu'on avait obtenu le calendrier du 27 au 1er décembre, c'était le tour
international. Les gens étaient, ça c'est déjà dans la mentalité des uns et des autres. Donc vraiment, on veut encore revivre cette émotion au niveau de cette fédération, pourquoi pas au niveau de la population guinéenne. Et pour revivre ces émotions, comme vous l'avez dit, sur quoi sur quoi votre fédé doit s'atteler pour effectivement qu'on revienne encore à cette situation de départ? Ce que je dis, c'est qu'il y a une volonté qui est là, déjà, de la présidente. Actuellement, elle est elle est à l'étranger pour aller négocier. C'est pour aller négocier, parce que le cyclisme parle. Le cyclisme, ça communique. Donc, nous voulons, à partir du 27 au 5 encore, que nous puissions organiser le tour international. Le 27 novembre au 1er décembre. 1er décembre, parce que c'est le calendrier qu'on a obtenu au niveau de l'UCI. Donc Adja est en tournée, elle est en train de négocier. Mais qu'à ça ne tienne, on a besoin encore de l'apport de l'État guinéen. C'est le plus important, l'apport de l'État guinéen. Parce qu'il y a d'abord le premier apport qui est là. Parce que comme M. Mahmoud vient de rappeler, il y a les routes qui sont en bon état. C'est normal, c'est bon. Mais ce qui concerne l'accompagnement, et pour que le ministère des Sports puisse mettre ça au niveau pour ne pas dire leur PDL, ou bien, je ne sais pas le jargon comme on appelle, leur plan d'action. Déjà, on envoie des plans d'action. Et ce plan d'action, nous, on a mis le tour international. Maintenant, ça revient maintenant au ministère. Est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils peuvent organiser, est-ce qu'on peut organiser le tour international? Est-ce qu'ils peuvent prendre en compte l'autre là? Donc, ça dépend. C'est pourquoi nous disons une fois encore, c'est le moment de leur dire réellement que la population guinéenne tout entière tient à ce tour. S'ils peuvent nous aider pour qu'on puisse organiser ce tour, vraiment, ça nous fera plaisir. Mais au-delà de l'aide du ministère des Sports, nous savons que le cyclisme est l'une des rares fédérations qui n'a pas besoin d'un terrain de football pour organiser sa compétition. C'est une discipline qui marche avec son public dans les villages, dans les régions, dans les préfectures. Vous, au niveau de la fédération, qu'est-ce que vous comptez faire, par exemple, pour attirer les bailleurs qui pourront vous accompagner les sponsors, dans etc. Déjà, ce que je vous dis, peut-être vous oubliez, mais quand nous organisons le tour international, il y a des pays qu'on invite. Le dernier tour, on a pu inviter 8 pays. Et quand ces pays viennent, c'est les Guinéens qui les prennent en charge, la fédération. Donc ça, c'est un problème de moyens. Et si la fédération n'a pas les moyens de cette ambition, ça sera un peu difficile. Même si la volonté est là, mais ça sera un peu difficile. C'est pourquoi nous demandons l'État guinéen. Comme nous savons d'abord, c'est encore, parce que le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, aime trop le sport, le cyclisme. Et surtout, des fois, il fait le vélo. Dans les rues de Kaloum. C'est une manière de dire que réellement, vraiment, il tient beaucoup à cette fédération. Donc, via le ministère des Sports, il peut nous aider pour que nous puissions organiser ce tour. Je pense qu'on aura tout dit, M. Kamara Alseni. Et votre mot de la fin, des remerciements et des appels. Voilà. Nous remercions la RTG, parce que c'est la RTG qui nous a permis de nous exprimer aujourd'hui. Nous remercions le ministère des Sports, le Comité national olympique et sportif guinéen, la Fédération guinéenne du cyclisme, pourquoi pas l'UCI, Union cycliste internationale, et la Confédération africaine du cyclisme, et plus tous les acteurs du cyclisme qui nous ont mandatés pour parler au nom de cette fédération. Vraiment, c'est un grand plaisir, un honneur pour moi. Et une fois encore, nous remercions la présidente de la Fédération guinéenne. Et nous invitons les autres communes à emboîter le pas de la commune de Ratoma. Parce que monsieur le maire, vraiment, il a tenu une promesse et il a pu réaliser. Donc c'est une manière encore de dire merci à son Excellence, monsieur Ahmed Sékou Traoré, qui tient beaucoup au cyclisme guinéen. Voilà, c'était les mots de la fin du secrétaire général adjoint de la Fédération guinéenne de cyclisme, Alseni et Kamara, qui nous parlait des perspectives, en tout cas, de cette fédération pour le futur. On marque une courte pause avant de continuer sur d'autres sujets. Après donc le cyclisme, place au rectangle vert, c'est-à-dire le football. Oui,
avec l'équipe nationale locale qui a clôturé sa préparation, la première partie donc de son stage au Maroc, précisément à Casablanca par un match amical contre un club de la deuxième division marocaine. Le score c'était 1-0 pour les hommes de Souleymane Kamara Abedi et l'unique but de la partie est l'œuvre du sociétaire de Afia Football Club Ousmane Dramé. À présent, on va en tout cas appeler notre collègue Djibril Kamara depuis Casablanca. Djibril, bonsoir. Oui, Diallo Abdoulaye, bonsoir à toute l'équipe sur le plateau bien sûr de Sport Dimanche de la RTG. Et voilà donc, dites-nous pratiquement comment ce stage a eu lieu, parlant de l'équipe nationale locale depuis Casablanca. Déjà, comme vous l'avez rappelé, nous sommes au Maroc, vous le savez, aussi local qui est venu dans une posture bien sûr de se préparer en vue bien sûr de la phase finale du championnat d'Afrique et des Nations. Déjà, cette équipe qui a commencé les préparatifs dès son arrivée, parce qu'il faut le rappeler, l'équipe est arrivée le dimanche, donc lundi déjà, et jusqu'à ce jour, l'équipe se prépare dans des conditions les meilleures. On a vu une équipe en tout cas déterminée avec tout le staff technique. Et mais pour bien finir ce stage en beauté, l'équipe a joué un match amical contre un club de la deuxième division, l'Union sportive de Bédiad, donc un club qui a en tout cas aussi beaucoup d'expérience parce qu'on a suivi ce match avec beaucoup d'intérêt. On a vu une équipe déterminée, mais comme c'est le style national local qui est aussi engagé dans une compétition, a montré de quoi elle est capable. Cette équipe, bien sûr, a montré de quoi elle est capable. Donc à l'arrivée, on a vu le style local gagné sur le score de 1-0. Le but a été marqué par le jeune Ousmane Dramé de la plus belle des manières. Donc pour vous dire combien de fois ce résultat déjà reflète sur le niveau bien sûr de ce stage avec Souleymane Kamara Abedi. Donc pour le moment, en tout cas, entendre le staff technique mais aussi l'équipe médicale, pas de joueurs blessés, même s'il y a un peu de fatigue, vous le savez, l'équipe a quand même expérimenté son niveau bien sûr de ce stage sur un terrain à gazon naturel, parce qu'on a quand même eu le temps de voir l'équipe s'entraîner sur une pelouse à gazon synthétique. Donc l'expérience a été de voir comment l'équipe pourra aussi se comporter sur un terrain à gazon naturel. Donc ce qu'il faut retenir, Abdoulaye Diallo, c'est vrai, pour le moment, pas de doute, l'équipe en tout cas se renforce davantage avec tout ce qu'on a vu, parce qu'il y a des jeunes qui sont venus comme les jeunes Ibrahima Souri Sankon, c'est des expérimentés, et ces jeunes aujourd'hui sont venus pour accompagner mais aussi encadrer les jeunes qui sont dans des clubs comme Milo de Cancan, comme la RCCK de Kamsar, comme le Wakria de Boké, comme le Afia, le Horea. Donc les joueurs en tout cas qui ont joué le championnat national de Ligue 1 et qui sont titulaires, qui ont en tout cas marqué le championnat. D'autres même ont été parmi les meilleurs selon le classement de certaines structures qui ont organisé bien sûr des soirées de récompense. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. L'équipe a bougé du Maroc à Casablanca pour le Cameroun pour 2 matchs amicaux, il faut le préciser. Même si par endroit, on parle aujourd'hui ce match qui sera en grande partie joué contre la Centrafrique. Mais ce qu'il faut retenir, l'équipe a bougé pour le Cameroun et tout se passe dans les conditions les meilleures. Voilà, en tout cas, on attend de voir une équipe bien engagée et qui va entamer cette compétition, le championnat d'Afrique des Nations, avec beaucoup de détermination. Et ce qu'on attend de cette équipe, Ablaye. Voilà, vous l'avez compris, retour ici en plateau, Sekouna, un Sili local qui a fait au moins une semaine à Casablanca, et à l'arrivée, c'est un match amical disputé. Certes, on a gagné, mais le plus important, c'était de connaître réellement qui mettre avec qui, parlant du staff technique. Oui, parce que le travail il a été tactique. Vous savez, souvent les entraîneurs, avec la stratégie qu'ils comptent mettre en place, et généralement la mise au vert leur profite pour ça, pour essayer de mettre quelque chose en place et avant de finir la semaine, chercher un match amical. Et si vous l'avez remarqué, généralement les matchs amicaux, on commence par les équipes inférieures
et on essaye de remonter un tout petit peu. Et je crois que c'est normal de jouer contre l'Union sportive, de Béja, une équipe de Ligue 2 au Maroc. C'est normal. C'est vrai que le score, pour ce cas précis, généralement pour un entraîneur, le score ne compte pas beaucoup. Et comme on l'a dit, c'est de voir est-ce que tactiquement, tout ce qu'on a eu à faire durant cette semaine, est-ce que les joueurs l'ont assimilé sur le repli défensif, sur le placement, etc., dans les différentes combinaisons, le choix tactique qu'il a. Si c'est par exemple le 3-3, le 4-3-3 ou bien le 4-4-2, comme il a dans son effectif, il peut avoir toutes ces possibilités-là. Et donc, généralement, les entraîneurs, ils le font pour ça. Il y a assez de choses qu'on travaille. Maintenant, pour nous, on a déjà vu cette équipe en 2 matchs amicaux contre le champion d'Afrique en titre, le Sénégal. On avait joué 2 matchs, une victoire et un match nul. On a été battu. Oui, on a été battu. Une victoire pour le Sénégal. Voilà, et un match nul, merci. Et un match nul. Et là, contre cette équipe de la Ligue 2 marocaine, là aussi une victoire, c'est vrai, mais seulement avec un but marqué. Donc, et là aussi, c'est un milieu de terrain qui a marqué. Et là, il faut continuer à travailler parce que, comme vous le savez, que tout le monde, le PC million généralement de notre football, c'est la finition. Généralement, ce n'est pas des occasions qui manquent. Le plus difficile, c'est de se créer des occasions. Mais nous, c'est très facile pour le joueur guinéen de se créer des occasions, mais comment dirais-je, la difficulté, c'est finir les actions. Et je pense que Souleymane Kamara Abedi va tirer toutes les conséquences par rapport à ces 3 matchs amicaux, sans oublier que l'équipe avait quand même joué un match ici contre l'équipe scolaire. Ça, moi, je ne prends pas ça. Conakry. Oui, justement. Oui, Mamoudou, la suite, n'est-ce pas, de la préparation de cette équipe après l'étape marocaine, c'est d'aller à Douala, où il y a un tournoi pour, n'est-ce pas, cette catégorie-là, un tournoi pour permettre aux équipes d'affûter les armes davantage. Oui, c'est une très bonne chose, hein, je pense. Parce que déjà, après l'étape du Conakry, le Sénégal, retour à Conakry, cap sur le Maroc, maintenant, ils vont aller du côté de Douala pour finaliser cette préparation. Je pense que l'équipe est dans une dynamique de la continuité qui va permettre au coach d'avoir beaucoup plus clair sur son effectif parce que c'est ce qui est recherché. Maintenant, sur les 3 matchs disputés, les 2 du Sénégal plus le match contre l'équipe de Ligue 2 marocaine, on peut tirer quand même une petite conclusion disant que l'équipe est en manque de réalisme parce que sur ces 3 matchs joués là, c'est seulement un but marqué et voilà 2 buts encaissés. Ça veut dire qu'en termes de finition, il y a encore du boulot à faire parce que les 2 matchs contre le Sénégal, on a regardé. C'est vrai, là, le deuxième match, on avait joué en 2 mi-temps. Mais ce qu'on a vu en deuxième période avec l'équipe A qui avait joué, voilà, il n'y a pas eu cette créativité en termes d'occasion dans cette rencontre contre le Sénégal. Et au retour aussi, on a vu même ce match contre le club marocain, la deuxième division. Vous avez vu le but qu'on a marqué, c'est l'œuvre d'un milieu de terrain défensif aussi, et Ousmane Dramé. Donc ça veut dire qu'en termes de finition, il y a encore du travail à faire parce que c'est une compétition aujourd'hui qui est assez relevée. Je pense que l'étape du Cameroun va permettre au coach maintenant d'avoir une idée claire de qu'est-ce qu'il faut corriger, de qu'est-ce qu'il faut mettre en termes de finition maintenant pour le match d'ouverture que la Guinée va jouer. Donc c'est très important. Moi je dis l'étape du Cameroun d'ailleurs semble être la plus importante parce que là il y a des équipes maintenant qui sont en compétition et qui seront là, qui vont se mesurer à la Guinée. Et là, le coach Abedi et son staff, ça va leur donner la véritable occasion ou une idée claire de qui mettre pour commencer le match. Parce que là, ils vont se mesurer aux adversaires. Donc, je me dis que cette équipe-là, à mon avis, n'a pas beaucoup d'excuses dans la compétition, dans la mesure où tout ce qui a été mis en place par le staff technique en termes de préparation, ça a été respecté par l'État. Et donc, l'État, pour sa part, remplit sa part sa part de mission, si vous voulez. Maintenant, c'est au staff de prouver que le planning mis en place a été respecté par l'État. Maintenant, c'est à eux maintenant de nous donner le résultat que nous voulons. On a suivi un peu
le coach en conférence de presse, quand il publie sa liste, lui-même il sait que parlant du CHAN, la Guinée n'a plus droit à l'erreur. Parce que déjà, on est sorti 3e notre dernière participation au Cameroun. Maintenant, la seule chose qui manque à la Guinée, c'est de partir jouer la finale pour qu'à part ramener la coupe chez nous. Et sans oublier que dans le groupe de la Guinée, il y a des adversaires non des moindres. L'Afrique du Sud, l'Algérie, le Niger, entre autres. Oui. Et sans oublier l'Ouganda, qui est l'un des pays hôtes, Sekouna. Oui, il y a des clients, je suis entièrement très d'accord. Sérieux. Oui. Et d'ailleurs, ils sont tous sérieux, parce que quand vous prenez l'Ouganda, qui a plus de participation que l'Algérie, qui a plus de participation que l'Afrique du Sud, que le Niger, et l'Algérie vice-championne en titre. Justement, parce que l'Ouganda, c'est avant cette compétition, c'est quand même 6 participations pour l'Ouganda. Ça veut dire que presque sur les éditions à plus de 80%, l'Ouganda a participé. Parce que nous sommes à la 8e édition. 6 participations pour l'Ouganda. Et sans compter que ça va être sa 7e participation. L'Afrique, le Niger a fait 4 participations. Qui est un habitué. 4 participations pour le Niger. La Guinée a eu d'abord 3 participations, l'Algérie 2 et l'Afrique du Sud la même chose 2. Et donc, l'Algérie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Algérie qui est finaliste malheureuse contre le Sénégal. L'Algérie qui a organisé cette compétition à domicile et qui malheureusement, personne ne sait comment, alors que l'Algérie avait tout pour remporter cette compétition. Donc, il ne faut pas juste sous-estimer, parce qu'on dira que non, parce que dans ce groupe, tout le monde voit déjà l'Afrique du Sud, parce qu'il y a un championnat très relevé qui fait partie des 12 meilleurs championnats en Afrique, tout comme l'Algérie. On oublie le Niger, mais rappelons que le Niger a plus de participation que la Guinée. L'Ouganda qui joue à domicile a plus de participation que la Guinée. Donc il y a déjà une certaine habitude qui est là. Et à ce niveau, la Guinée doit faire très attention. Et je suis entièrement d'accord avec Mamoudou. Rarement, sinon jamais, une équipe locale n'a eu une telle préparation. Ce programme est bien ficelé par le staff technique via la Fédération guinéenne de football. Le ministère des Sports, pour moi, a rempli son contrat. Il n'y a pas à dire il y a ci, il y a ça. Parce qu'en Guinée, généralement, on n'assume pas. C'est-à-dire que quand on vous confie une mission, si vous n'êtes pas à mesure de donner satisfaction, vous devez avoir cette honnêteté morale et intellectuelle pour venir dire oui, j'ai eu ça, je n'ai pas eu ça, parce que. Il ne faut pas tout de suite rejeter cette responsabilité. Parce qu'on trouvera, actuellement, on est en train de parler des histoires de primes, et je ne voudrais pas qu'on dise après, non, c'est les primes. Non, jamais les primes. D'accord, ce n'est pas payé, mais moi, je suis sûr que ça viendra. Peut-être que ce ne serait qu'une question de jours. Au moins, oui, c'est juste au moins 10 jours au moins avant la phase finale. Oui, parce qu'on aime inventer les choses. C'est vrai, c'est leur droit. Nous sommes tout à fait d'accord qu'ils rentrent en possession de leur dû. C'est obligatoire. Mais il faut aussi leur dire que jamais, depuis que je parle des équipes de football, depuis que la Guinée a commencé, en tout cas ces derniers temps, 10-15 dernières années, dans des compétitions de ce genre, certes, les primes retardent, mais c'est quelque chose qui sera toujours payé. Donc, ce ne sera pas un argument. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Maintenant, cette sérénité au niveau des joueurs, histoire de primes, l'encadrement, c'est d'abord à l'encadrement de calmer ce jeu. Parce que l'encadrement, normalement, a une autorité sur les acteurs principaux que sont les joueurs. Et donc, c'est à l'encadrement, y compris l'apport de la fédération, pour essayer de calmer les jeunes et les rassurer comme quoi les primes d'un moment à l'autre peuvent arriver, pour ne pas qu'on dépense inutilement, qu'on aille juste pour faire une figuration et revenir à la maison. En tout cas, pour ce qui est de la fédération, on a vu sur la page de la Fédé la visite du premier patron du football guinéen actuellement, Sori Doumbouya, qui est parti au chevet de l'équipe, certainement pour galvaniser la troupe. Mais Mamoudou, on ne peut pas l'occulter. L'équipe est passée dans un camp quand même de la place, notamment à Kindia, Samoria, pour s'approprier les valeurs de la République. Donc en principe, ce problème de prime ne devait pas se poser. Non, pas du tout. Pour quelqu'un qui a passé
même une nuit au camp. Je pense qu'il doit avoir une autre idée de la vision des choses très claire, quoi. Parce que là, dans la tête, on vous inculque tout ce qui est l'enseignement sur l'amour de la patrie, sur comment se comporter, sur comment se comporter quand on est face à une situation comme ça. Je pense que ça ne devrait pas être un problème. Et la deuxième des choses, Ablaye, que je voulais signaler, je pense que Sekouna l'a rappelé, à ce que je chasse, je ne parle pas des autres disciplines sportives, le basket et autres là, mais quand tu prends le football, quelles que soient les catégories, si l'équipe est qualifiée pour une phase finale, les primes vont être payés avant le coup d'envoi de la compétition. Ça a toujours été comme ça. Pas pour te couper, certains même qualifient du foot l'enfant chéri de l'État. Certaines disciplines. Exactement. Donc moi je pense que ça ne peut pas être un problème. Et surtout, peut-être l'arrivée du président de la fédération aussi, du côté du Maroc, il va tenter de rassurer la troupe à travers un discours il le faut. Qu'il faut, un discours rassurant qui permettra à l'équipe de garder cette sérénité-là. Parce qu'on a vu quand même qu'il y a une très bonne ambiance dans cette équipe-là, chassant que dans tout le pays, on n'a pas une autre équipe qui est qualifiée aujourd'hui dans une compétition. Et pour le moment, le cas du Sili A, la procédure normalement devrait être en cours jusqu'au niveau du TAS là-bas. Mais les catégories cadettes juniors ou encore l'équipe de U23 sont toutes éliminées des compétitions. Donc la seule équipe qui nous reste, c'est cette équipe locale-là. Donc à mon avis, aujourd'hui, cette équipe devrait être surtout motivée, déterminée, avoir une vision claire des choses. Surtout, ils sont passés par le camp où ils ont reçu quelques notions des valeurs de la nation. C'est très important. Donc pour passer dans cette poule-là, il faut jouer tous les matchs, il faut prendre tous les matchs au sérieux et surtout prendre match par match sans se précipiter pour pouvoir atteindre l'objectif final. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour cette autre sélection nationale. Rapidement, Sekouna, on va revenir un peu sur le plan national, toujours en football, pour parler de la Ligue 2. Après donc la Ligue 1, place à la Ligue 2, on a vu la Ligue guinéenne de football professionnel avec la communication qui a eu lieu autour, avec sa page officielle, un calendrier bien fourni. Désormais, c'est par poule, la poule A, la poule B. Et c'est ce dimanche, en principe, que ce championnat devrait démarrer, sauf que ça n'a pas été le cas. Oui, ça n'a pas été le cas. En cause, les clubs de la Ligue 2 exigent à ce qu'on les verse un montant de 90 millions. Parce que l'année dernière, il y a eu le reste des subventions. Il restait 40 millions pour tous les clubs de Ligue 2. C'est-à-dire la Ligue leur devait 40 millions. Et sans compter que pour toute la saison dernière, il était prévu 90 millions pour les clubs de Ligue 2. Mais tout le montant n'a pas été donc versé. Et là, avec cette nouvelle formule, parce qu'il faut le rappeler, comme vous l'avez dit, l'année dernière, le championnat et les années précédentes même, le championnat en Ligue 2 se jouait avec 14 clubs et un championnat intégral. Cette fois-ci, c'est 2 poules, une poule de 7, la poule A 7 équipes, la poule B aussi 7 équipes. Et là, la Ligue a donné a proposé 50 millions et les clubs ont dit niet. D'abord, il y a d'abord les arriérés des 40 millions, il faut les payer et que ce n'est pas 50 millions, c'est 90 millions comme l'année dernière. Et là, on ne se comprenait pas et les clubs ont décidé de bouder les stades. Voilà pourquoi le championnat national de Ligue 2 saison 2024-2025, initialement prévu, le démarrage donc pour ce 20 juillet, n'a pas été observé. Alors, il y a eu des négociations à gauche, à droite. Aux dernières nouvelles, les clubs et la Ligue via la fédération, parce que vous savez, il faut le savoir, la Ligue n'est qu'un démembrement de la Fédération guinéenne de football. Donc la Fédé s'est impliquée et les clubs ont accepté que la Fédé a proposé à ce qu'on donne 2 chèques, c'est-à-dire un chèque avec provision le lundi et un autre les jours à venir, ça peut être mercredi ou jeudi. En tout cas, il y a eu ces compromis-là ont été
obtenues selon les dernières informations pour qu'on évite le pire. Mais ce qui est évident, les 40 millions, c'est obligatoire, la Ligue va les payer, plus les 50 millions qui étaient prévus. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir. Et toujours est-il que pour les 90 millions, les deux parties, selon les informations que nous avons eues, ont, semble-t-il, trouvé un accord. Mais il faut dire, ça ce n'est pas une grande première. Rappelez-vous que le championnat national de Ligue 1 a retardé cette saison. Pourquoi? C'était les mêmes raisons. Parce qu'il y avait des arriérés et les clubs de Ligue 1 avaient systématiquement refusé de démarrer la saison sans que les arriérés ne soient payés. Et donc, initialement prévu pour novembre ou fin décembre, finalement, la saison 2024-2025 au niveau de la Ligue 1 n'a démarré qu'au mois de janvier. Et voilà pourquoi les clubs de Ligue 2 aussi ayant bien observé la situation, on profite aussi pour essayer de mettre les bâtons dans les roues de la fédération. Et le moment, franchement, ne s'y prête pas du tout. Et avec tout ce qu'on sait au niveau de la fédération. Donc là, il va falloir qu'on fasse en sorte qu'on essaye de liquider cette situation. Sinon, ça peut nous amener à autre chose. Voilà, Moudma, on peut dire que ça sent mauvais. Ouais, ça continue à sentir mauvais puisque c'est les mêmes habitudes. Non. Normalement, on ne devait plus retomber dans cette situation. Parce que quand moi, je reviens un peu en arrière de cela, 2, 3, 4 ans, la Ligue était totalement indépendante. La Ligue avait ses sponsors, la Ligue avait en tout cas ses petits moyens permettant de jouer son championnat tranquillement. Mais boum, on nous envoie des statuts dans lesquels on a démanteler la Ligue n'a plus de pouvoir, qui devient un démembrement de la fédération. Aujourd'hui, la Ligue est là, bras croisés, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de partenaire, il n'y a rien. Et comment la fédération va gérer tous ces problèmes-là? Et tout ça, honnêtement, on avait dit que c'est les statuts dans lesquels se trouvait ce démembrement de la Ligue-là n'étaient pas tout bon pour le football guinéen. Et depuis ça, jusqu'à aujourd'hui, nous partons de problème en problème, de crise en crise. Et rappelez-vous comment la Ligue 1 a pu se jouer. Il a fallu des négociations, des pourparlers, des réunions de crise, parce que les 14 clubs ont dit niet, tant qu'il n'y a pas les arriérés, on ne va pas jouer. Et voilà, c'est qu'on a rappelé. Est-ce que les clubs de Ligue 2 aussi sont bêtes pour jouer comme ça, sans que rien ne soit donné? Ça, c'est la deuxième des choses aujourd'hui. Le temps qui est là aujourd'hui, entre le mois de juillet là, et le mois d'octobre, est-ce que ça permet à la Ligue d'organiser un championnat intégral entre les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, pardon? Ligue 2, J'ai dit non. Et c'est pourquoi il y a eu ce programme de raccourci là, permettant à la Ligue de jouer le championnat rapidement en poule A et en poule B, pour qu'on puisse aller très vite. Et pour ça aussi, il n'y a pas de moyens. Rappelez-vous, même l'équipe de Gangan, qui a été champion de la Ligue 2 en 2022 ou 2023, qui devait avoir un montant de 50 millions, jusque-là, ce n'est pas payé. Parce qu'aujourd'hui, la Ligue n'a pas de moyens. Et c'est en quel moment même la Ligue amateur a organisé le championnat pour la montée en Ligue 2. Il y a juste quelques semaines. En Ligue 2. Sinon, la logique voudrait que dès qu'on démarre le championnat de Ligue 1, une semaine après, on démarre la Ligue 2. Mais il se trouverait que la Ligue 2 ne pouvait pas démarrer parce qu'au niveau de la Ligue amateur, on n'a pas joué. La Ligue amateur aussi qui est là, qui n'a pas de moyens, qui ne peut pas organiser son tournoi. Donc vous avez vu les problèmes aujourd'hui. C'est pourquoi le fait que ces structures-là soient indépendantes est obligatoire. La Ligue doit être indépendante pour partir chercher ses propres partenaires, comme le faisait il y a 2, 3, 4 saisons. On jouait tranquillement le championnat. C'est vrai qu'il n'y avait pas des milliards comme moi, mais au moins chaque saison, on payait les subventions, les clubs, ça jouait. Mais aujourd'hui, tout est bloqué, on ne peut pas jouer. Et les clubs de Ligue 2, à mon avis, sont sur leur plein droit de réclamer leur argent. Parce que quand vous terminez une saison avec des arriérés de près de 40 millions de francs guinéens, vous voulez commencer une autre saison sans payer les arriérés, ça pose problème. Donc, tant que c'est comme ça, il y aura toujours ce blocus-là et on va aller de crise en crise. Et voilà, peut-être dans l'entendement de la fédération, c'était peut-être que parce que le format de la compétition a changé, au lieu que ce soit un championnat intégral, on a fait en 2 poules, et que tous les matchs se jouent à Conakry,
il y a 2 stades, le stade Petit Souris pour les équipes de la poule A et le stade de Kolaya pour les équipes de la poule B. Et peut-être que ces différentes raisons ont motivé, pourquoi pas, la Fédé à un tout petit peu diminuer la subvention normalement l'année dernière qui était à 90 millions et de ramener à 50 millions. Mais c'est là que les clubs de Ligue 2 ne veulent absolument pas entendre. Et ces clubs estiment, comme l'année dernière, les 90 millions, il faut les payer, plus les arriérés de l'année dernière. Et normalement, les 40 millions en tout, normalement, ça doit faire 130 si mes calculs sont bons, 130 millions. Voilà, affaire donc, une véritable affaire à suivre. Bien avant qu'on ne commence cette émission, on était en contact avec le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, Lucien Bendou Guilao, voilà, c'est son nom, mais finalement qui n'a pas pu nous rejoindre ici en plateau pour débattre de ce sujet assez brûlant, j'ai envie de dire. Alors, cette fois-ci, on va parler d'une autre entité de football qui est, en tout cas, cette entité est différente du football classique. Sekouna Mamadou, c'est le mini-football. Voilà. On était en train de dire que le CINI national local, c'est la seule sélection qui a sauvé le football guinéen cette année, ou encore la saison 2024-2025. Sinon, à côté, il y a aussi une autre équipe du Sili, mais cette fois-ci de mini-football qui fait la fierté de la Guinée à Derna, c'est en Libye, et pour sa première participation, puisqu'il y a eu défection de certains pays, et la Guinée a été donc invitée, et c'est une première participation plus qu'honorifique, puisqu'on a enchaîné 2 victoires, d'abord dans le groupe de la Guinée où il y a le Burkina Faso et la Mauritanie qui sont des quarts de finalistes de la Coupe du Monde de cette discipline, et la Guinée d'entrée a battu le Burkina 5-1 avec un quadruplé d'un certain Mohamed Chérif Kamara, et Mohamed Gadiri a été homme du match. Contre le Nigeria 4-1, et la Guinée a perdu ce samedi 2-1 contre la Mauritanie, mais finalement qui s'est qualifié avec 6 points pour les quarts de finale. Oui, c'est qu'on allez-y. Ok, d'accord. Alors, c'est important. Vous savez très bien, cette compétition, c'est des surfaces réduites avec moins de joueurs. C'est pas comme un match de football normal où les normes de la FIFA et de la CAF sont imposées en termes de dimension. Par exemple, pour les joueurs de champ, c'est 5 joueurs, plus un gardien de but, ce qui fait 6. Et c'est sur gazon synthétique. La dimension du terrain, c'est 30 mètres de large et 50 mètres de longueur. Et le temps joué, c'est 2 fois 25 minutes. Les changements, vous pouvez les faire à n'importe quel moment. C'est comme un peu en basket. Donc, justement, si vous sillonnez les quartiers de Conakry, même à l'intérieur du pays, des stades, des terrains comme ça à surface réduite, il y en a plein, et il n'y a pas comment dirais-je, des grands terrains comme on peut l'imaginer. Et là, le problème normalement ne se pose pas, un problème de joueurs pour nous par rapport à cette situation-là. Là, ça ne se pose pas. Et voilà pourquoi cette équipe n'a pas eu assez de difficultés pour se hisser au tour suivant. Maintenant, je suis un tout petit peu inquiet par rapport à quoi la performance, j'ai comme l'impression qu'on est en train de comme toujours, comme toujours, les équipes guinéennes. Oui, on a bien en commencé. En football classique, c'est toujours comme ça. 1. Oui, on descend. On a marqué 5 buts. Après, on marque 4 buts. Le 3e match, on est battu. On marque un seul but. Un seul but. Et là, je crois qu'il faut encore remobiliser la troupe. Parce que généralement, on est trop minimaliste. C'est-à-dire qu'on se contente toujours du peu, même là où on peut ratisser large. Sinon, moi, je dis oui, c'est une première participation. Mais par rapport au contexte, c'est-à-dire le terrain et le nombre de personnes, moi, je me dis déjà que les joueurs guinéens sont déjà habitués à cela. Donc, ce n'est pas des grandes distances qu'il faut courir à chaque fois, se replacer. Ça, on le sait. Même chez vous, dans votre quartier, il y a des espaces comme ça où on voit les garçons en train de jouer sur des terrains de ce genre. Donc là, le problème ne se pose pas. Et tout le problème, c'est l'excès de confiance. Et comme vous l'avez dit, le Burkina
qui a participé à la Coupe du Monde. Quand on bat le Burkina 5-1, on se dit non, on est super, on est top. On prend du haut les adversaires et finalement on se fait terrasser. Et c'est pourquoi l'entraîneur de cette équipe, Abdelaziz... Rappelez que oui, notre confrère qui est désormais entraîneur, Abdelaziz Sow, la licence DCAF, oui. C'est très important. Abdelaziz Sow, comme je le disais, il n'a qu'à remobiliser la troupe, essayer de leur dire que non, ce qui est fait est déjà fait maintenant pour la Guinée, parce que quand on reste parmi les 4 premiers, il y a une possibilité de jouer. Oui, pour les demi-finales, c'est directement qualificatif pour la Coupe du Monde. Donc il y a un challenge très important qui n'est pas que battre le Burkina 5-1, le Nigeria 4-1. C'est tout à fait différent. Maintenant, on peut concéder perdre 2-1 contre la Mauritanie, qui a battu est aussi une équipe assez redoutable, qui a battu le Nigeria, il faut le dire. Excusez du peu, c'est pas 10-0, je pense bien, ce n'est pas 9-10, je crois que c'est 10-0. et là, on peut accepter, parce que la Mauritanie, quand on voit la confrontation Mauritanie-Nigeria, Guinée-Nigeria, la Mauritanie, même si ce n'est pas la règle, la Mauritanie qui a battu le Nigeria 10-0 et que la Guinée n'a gagné que 4-1, on peut se dire que la Mauritanie est un peu au-dessus de l'équipe la Guinée en restant uniquement sur ce résultat. Mais c'est une première participation. Oui, justement, mais c'est pourquoi je le disais, oui, première participation. Il y a des équipes qui participent pour la première fois, mais qui partent jusqu'à la fin du tournoi. Ce qui peut aussi amener les autorités guinéennes, surtout au niveau du ministère des Sports, au niveau de l'État, de regarder bien, de voir, c'est-à-dire, c'est une source aussi de motivation. Les bons résultats, ce sont des sources de motivation. Et ça peut amener... Surtout que, Mamoudou Sekouna, cette équipe a été bien entretenue. Depuis le départ, tout s'est passé comme sur des roulettes. Voilà. Oui. Et puis c'est parti très vite. On a vu cette équipe sortir de l'eau comme ça, et voilà, avec toutes les commodités et, voilà, et assurées par l'État. Une équipe de mini-foot qui a voyagé dans les conditions les meilleures quand même. Et qui a transité par la Tunisie. Oui, par la Tunisie, après qui est rentré en Libye. Et voilà, qui nous sortent quand même une très belle prestation lors de ces 2 premières sorties. Vous savez, c'est une compétition aujourd'hui, peut-être qui a du mal à se développer chez nous, mais il y a des pays aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire ou encore qui a remporté la première édition. La Côte d'Ivoire, c'est l'une des meilleures nations dans cette discipline sportive-là, qui a un championnat régulier, qui joue tout le temps dans les salles fermées. Souvent, donc je pense que ça va être une première participation d'expérimentation pour nous ici en Guinée, parce que cette compétition-là, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a tellement de talent en Guinée. Parlant de ces jeux de salon comme ça, là, voilà, le football guinéen est naturellement technique. Et on a besoin que d'un leader qui pourra tenir un discours qui pourra motiver ces jeunes aujourd'hui, parce que à travers la prestation, les 2 matchs qu'on a joués, on a su vraiment qu'il y a le potentiel. Maintenant, pour le reste de la compétition, on va tomber sur des nations qui sont mieux outillées, qui sont mieux préparées. C'est pas même la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale. Qui sont beaucoup plus habitués à jouer la compétition. Maintenant, la différence va se faire où? C'est au niveau des discours qui vont se tenir dans les vestiaires pour comment motiver les joueurs à aller et tenir cette bataille au terrain, sur la pelouse. Donc, je pense qu'à ce niveau, on a vraiment besoin de notre staff technique composé de Aziz et toute son équipe pour pouvoir remotiver ou remobiliser la troupe pour dire que non, ce qu'on a subi contre la Mauritanie, on peut se passer de cela et pourquoi pas repartir avec une nouvelle volonté pour aller vraiment à la conquête. Parce que dire que oui, c'est une première participation, on peut se contenter de ça. Non, je pense qu'on peut aller très loin parce qu'on a vu sur les matchs qu'on a regardés qu'on a encore l'équipe qu'il faut, qui peut vraiment rivaliser avec les grandes nations. Donc moi, je pense bien que de ce côté, on va suivre la suite, qui pourrait être en tout cas beaucoup plus important pour notre équipe. Voilà, en tout cas, c'est le mal qu'on souhaite pour cette équipe nationale de mini-football. Et l'adversaire qui arrive est assez coriace, c'est la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale, et c'est ce mardi. Après le ballon
du pied. Cette fois-ci, on va prendre les balles à la main, c'est-à-dire après le football, place au basketball. Et Conakry a abrité en tout cas le tournoi qualificatif de l'Afro-Basket des moins de 16 ans en série filles et garçons Rwanda 2025. Chez les garçons, comme la Guinée détient déjà le trophée de la précédente édition en Tunisie, et les matchs de la Guinée, c'était des matchs d'exhibition, voilà. Et chez les filles, là aussi la Guinée a très bien brillé pour ce tournoi zonal. C'est la zone 2 donc qui était concernée au Palais des Sports du stade 28 septembre. Il faut le rappeler que la Guinée était en tout cas dans cette compétition avec la Guinée-Bissau, la Gambie, la Sierra Leone et la Mauritanie, sauf que l'équipe gambienne a signé forfait pour des raisons qu'on connaisse tous, puisque cette équipe-là a subi un accident de la circulation entre Kindia et Conakry, un accident grave avec des blessés. Kindia Mamou, des blessés graves. Et on a vu même le ministre Kéamou Bogola Haba qui a accompagné cette délégation gambienne. L'État gambien a affrété un vol spécial pour transporter tous ces blessés. Bien avant cela, l'État guinéen a pris toutes les dispositions pour les premiers soins de la délégation gambienne, Sekouna. Ah oui, ça c'est une très bonne chose. C'est vraiment très malheureux quand les athlètes ont envie de venir faire ce qui leur plaît, c'est-à-dire pratiquer leur discipline de prédilection. C'est tout à fait c'est malheureux, mais bon, après ce que la Guinée aussi a fait après l'accident, le ministre Bogola, il faut le dire, qui est très disponible, ça, il faut le noter. C'est pas que sur ce terrain, même avec les autres disciplines, on a quand même remarqué, quel que soit l'événement, s'il a le temps, s'il peut venir, quand il vient, il reste jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il vient, ça déjà, c'est beaucoup humainement, parce que d'abord, le sport, c'est ça aussi. C'est le côté social, il y a le côté social du sport, c'est très important. Et c'est pourquoi on parle souvent du fair play. Ça fait partie du fair play. Et c'est vrai que c'est des Gambiens, mais ces Gambiens, c'était nous autres. Ils venaient chez nous. Et quand il y a eu une situation malheureuse, il faudrait qu'ils sentent notre présence. Et c'est vrai, c'est un autre état. Mais les premiers soins sont très importants quand il y a des situations pareilles, je pense. C'est vrai, après l'état gambien est venu en rescousse pour les évacuer, mais c'est bien noté de la part du ministère des Sports et puis de la Fédération guinéenne de basket. Il faut le dire, parlant de cette compétition proprement dite, depuis quelque temps, on sent qu'il y a quand même une certaine innovation, une certaine continuité au niveau de ces deux fédérations. La Fédération guinéenne de basket, c'est vrai, il y avait une crise, mais après, aujourd'hui, le championnat qui se joue du côté du Palais des Sports, il y a une mobilisation qui ne dit pas son nom. Et quand vous arrivez là, vous vous rendez compte. Et le basket, d'une manière générale, comme vous le savez, c'est un sport très passionnant. Est-ce qu'il y a, oui, le basket, le hand aussi, mais je pense que le basket, à 2 secondes, à 3 secondes, tout peut basculer. Ce n'est pas comme le football, où une équipe peut essayer de conserver, a la possibilité de conserver un but qu'il a marqué depuis la première minute jusqu'à la 90e minute. En basket, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Et l'émotion que cette discipline dégage, et je vous assure, cette émotion, elle est sublime. Et là, on est en train de bien partir. Bon, on va voir qu'est-ce que la suite va nous réserver, mais là déjà, moi je pense que c'est bien parti. En tout cas, Mamoudou Diallo, la Guinée a un très bon vivier de jeunes basketteurs. Ah oui, on est en train de le constater. Surtout, il faut saluer l'effort de la nouvelle équipe dirigeante de cette fédération. Parce que depuis l'avènement de cette équipe-là, on sent l'innovation, on sent un changement radical au niveau de cette fédération qui a débuté par
la Coupe nationale qui a été organisée au mois de décembre dernier. Et là, il y a un championnat intégral qui se joue. Et boum, cette compétition aussi est tombée au niveau de la zone que la Guinée... Et précédée par un camp de basket des jeunes. Un camp de basket des jeunes aussi. Grâce à l'appui de la FIBA. De la FIBA aussi. Donc, et parlant de cette compétition, donc... Qui a pris fin hier du côté du Palais des Sports. Il faut le rappeler que, vous l'avez dit, chez les garçons, la Guinée était déjà qualifiée en tant que champion d'Afrique en titre. Donc sur les pays aussi présents, il y a l'équipe de la Guinée-Bissau qui n'était pas dans les règles, donc qui a été disqualifiée, bien qu'elle a joué. Donc le tournoi s'est joué chez les garçons entre la Sierra Leone et l'équipe de la Mauritanie. Et donc la Mauritanie a joué 2 fois contre la Sierra Leone. Sur les 2 matchs joués, la Sierra Leone a gagné sur le premier match qu'ils ont joué. La Sierra Leone avait gagné sur un score de 54 contre 36. Ensuite, le match retour entre les 2 équipes, les Sierra Leone ont gagné aussi 65 contre 46. Donc, du coup, ces 2 victoires ont permis à la Sierra Leone aussi de se qualifier, plus l'équipe masculine de la Guinée aussi qualifiée. Maintenant, chez les dames, l'équipe guinéenne aussi a battu la Guinée-Bissau sur 2 matchs. À l'aller, il y a eu 56 contre 13 et au retour, 52 contre 16. Donc au niveau de la zone 2, après le tournoi, on a 3 pays qualifiés. L'équipe masculine de la Guinée, les 2 équipes masculines de la Guinée et de la Sierra Leone sont qualifiées pour l'Afro-Basket U16 qui aura lieu du côté de Rwanda. Et voilà, cette année ou l'année prochaine. Cette année même. Voilà, cette année même du côté de Kigali. Du mois de septembre. Donc septembre du côté de Kigali. C'est un résultat en tout cas satisfaisant et produit par la fédération. Et sur l'ensemble de la compétition, 2 équipes qualifiées, c'est déjà bien. Et le seul point noir, c'est l'accident survenu entre Kindia et Mamou. Et là aussi, il faut saluer l'effort fourni par l'État guinéen à travers le ministère des Sports. On a vu le ministre Kiamou Bogola qui était sur pied jusqu'au rapatriement des jeunes basketteurs. Parce que le premier soin a eu du côté de l'hôpital régional de Kindia. Après, ils ont transporté les jeunes du côté du centre médical du stade. Moi, je suis parti les voir avant-hier, avant qu'ils ne partent à l'aéroport pour partir du côté de la Gambie. Il y avait quand même des blessés graves, des blessés très graves qu'on a vus, mais heureusement qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. C'est le plus important. Donc aujourd'hui, la fédération et le département, en tout cas, ont travaillé main dans la main pour aider cette délégation gambienne à rallier leur pays, même si le gouvernement gambien aussi s'est impliqué pour aider ces jeunes en tout cas à regagner leur pays dans les conditions les meilleures. Donc dans l'ensemble, ça a été une réussite pour la Fédération guinéenne de basketball qui a réussi en sous-peu à organiser une compétition zonale. Ce n'est pas quand même rien comme résultat pour un début. Je pense que cette dynamique va continuer au sein de la fédération qui a beaucoup d'autres projets pour le basketball guinéen. En tout cas, les projets ne manquent pas de ce côté et surtout l'équipe féminine actuellement à Abidjan, l'équipe senior donc, qui se prépare pour l'Afro-Basket Dames. C'est à partir de ce 26 juillet. Et après, au mois d'août, les hommes aussi, les garçons vont entrer en lice pour l'Afro-Basket Hommes et d'autres compétitions en vue pour cette fédération. Avant qu'on se quitte, mesdames et messieurs, oui, juste parce que tout ce qu'on a dit là, franchement, ça prouve qu'il y a quelque chose qui a été fait qui est en train de perdurer au niveau de cette fédération qui normalement devrait maintenant bénéficier un vrai palais des sports avec l'infrastructure, avec la rénovation du stade du 28 septembre. Et moi je voudrais que le ministre en charge des sports, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'a peut-être pas les moyens de sa politique, mais sur sa volonté, sur son engagement, ça se voit, rien à dire. Ministre Bogola, faire en sorte, soit on rénove aussi ce palais, ou bien pourquoi pas construire juste un autre palais à côté, parce qu'il y a quand même de l'espace au niveau, dans l'enceinte même du stade du 28 septembre, parce que là, quand on doit évoluer, quand une discipline fait des résultats comme ça, la discipline doit être accompagnée en mettant aussi des infrastructures normalement qui
on va dire, qui sont très représentatives, qui permettent aujourd'hui à ces athlètes-là d'être, pourquoi pas, dans les mêmes parquets que leurs homologues de la Côte d'Ivoire, du Mali, etc. Parce que ce problème-là aussi existe. C'est vrai en termes, ce qu'on peut comprendre, c'est-à-dire en termes d'athlètes, c'est-à-dire on sent qu'on a des viviers, comme vous l'avez dit, avec tous ces programmes-là, comme on le disait, les camps de basket qu'on organise à gauche, à droite, on va dans les écoles. Ça, il y en a. Il y a aussi une ressource humaine, parce que la nouvelle fédération qui est venue, elle s'est mise à la tâche et on est en train de voir. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il faut les accompagner. Et la meilleure façon aujourd'hui d'accompagner cette fédération, c'est dédier un palais des sports au nom de cette fédération. Si on ne peut pas aller jusqu'à l'intérieur du pays, mais ici à Conakry, moi je pense que c'est possible. Bon, peut-être pas qu'au nom de la fédération guinéenne de basketball, pour toutes les disciplines sportives présentes en Guinée, je pense qu'on en a vraiment besoin. Parce que quand vous partez aujourd'hui au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry, vous trouvez l'affluence du nombre de pratiquants du sport, que ce soit le basket, le handball ou encore le judo ou le taekwondo. Le karaté, la boxe. On a beaucoup de participants aujourd'hui. Et quand la fédération guinéenne de basket organise son championnat, il y a des fédérations qui sont obligées d'attendre parce qu'on n'a que ça. Donc ça veut dire que dans ce domaine, on en a véritablement besoin d'avoir, pourquoi pas, un Conakry Arena qui peut avoir au moins un accueil de 3 000, 4 000 ou 5 000 places permettant à toute discipline sportive de venir s'entraîner régulièrement pour la bonne pratique des disciplines sportives en Guinée, et qui est aujourd'hui un véritable frein du ralentissement dans la pratique du sport en Guinée. En tout cas, c'est un cri de cœur qui certainement tombera dans des oreilles attentives au niveau du ministère en charge des sports, et certainement ça se trouve dans leur agenda pour la jeunesse guinéenne. Après, on va clore cette émission avec le handball. Là aussi, le gymnase du stade du 28 septembre vibre au rythme du lancement officiel a vibré donc au rythme du lancement officiel du championnat national de handball féminin. 8 clubs de Conakry et de l'intérieur du pays participent à la compétition. Notre spécialiste de handball, Dame Bintia Kondé, revient sur le film de la cérémonie inaugurale. Après l'année scolaire, place au championnat national pour les handballeuses guinéennes. Pendant plusieurs jours, 8 clubs de Conakry et de l'intérieur du pays vont s'affronter pour la place de champion. Cette reprise rentre dans le plan annuel de la fédération à travers la direction technique nationale. La compétition vise à jauger le niveau des joueuses qui constitueront éventuellement les différentes catégories des équipes nationales. Le handball, ça nous a manqué, malgré qu'on compétit sur l'international. Mais regrouper ces jeunes aussi, de jouer ensemble dans le championnat, c'est plus important. Mais vu le calendrier scolaire et aussi un planning international qui était très chargé, c'est cette occasion qui nous est venue pour faire notre championnat national. Je pense bien jusqu'au mois de novembre, les handballeurs et handballeuses auront leur compétition. Et nous ferons tout pour que le handball guinéen reste toujours au sommet. Aujourd'hui, le handball a beaucoup d'exigences. Si nous sortons et qu'on revient sans médaille, c'est des problèmes. Nous-mêmes, on a honte. C'est à cause de ça qu'on travaille durement. Et l'occasion est là pour dire merci au ministre des Sports. Parce que quand vous entendez qu'une équipe nationale revient avec un trophée, ça veut dire qu'il y a l'accompagnement de l'État qui est là. L'État nous accompagne à 100%. Nous disons merci et merci à la plus grande autorité guinéenne, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour tout ce qu'il fait pour le handball en particulier, et le Premier ministre qui nous accompagne. Tout le monde accompagne le handball. Le président du comité cherche des projets pour accompagner le handball guinéen. Nos sponsors qui sont là, nous sommes contents. On se dit très bientôt que le ministre viendra. Il va faire la pause de la première pierre pour notre salle, notre gymnase, parce que qui veut parler d'un sport d'élite, il faut avoir des infrastructures de qualité. Le handball figure parmi les disciplines prioritaires du département des sports, et ce grâce à ses prouesses sur le terrain. Le ministre de tutelle et le président du comité national olympique et sportif guinéen ont marqué leur présence au gymnase par des messages de fair play adressés aux équipes participantes. Le handball nous a toujours agréablement surpris, que ce soit sur le plan national, que ce soit le plan africain ou international. C'est des succès, c'est des trophées, c'est des coupes. Alors vraiment, toutes mes félicitations à cette fédération. Déjà, les valeurs du sport, on les retrouve.
les arbitres sont là, intraitables, les athlètes, les handballeurs, entre eux, c'est le respect, le fair play, le respect du prochain. Je suis très heureux qu'il commence par le féminin, le championnat féminin, parce que vous avez vu que les jeunes sont en vacances et c'est une bonne opportunité d'occupation saine de la jeunesse. Et il me dit que directement après un mois et quelques, nous aurons aussi le masculin qui va continuer jusqu'en novembre, ce qui veut dire que pratiquement de juillet jusqu'en fin d'année, évidemment les jeunes seront occupés sainement par le championnat. Nous voulons les féliciter. Nous avons vu aussi l'engouement de la jeunesse venir massivement pour supporter évidemment ces deux équipes. Ça oppose une équipe de Conakry et une équipe de l'intérieur, ce qui est une très bonne chose. Nous voulons féliciter l'équipe de Bokeh, l'équipe de l'USG et leur encadrement. Et c'était aussi un moment pour nous de venir les montrer que le handball est une priorité pour nous, surtout que sur le plan national, le handball fait extrêmement du bon travail. Ce championnat est un véritable tremplin pour mettre en place des équipes solides pour les 2 prochaines Coupes d'Afrique des Nations, des cadettes et juniors. Surtout que la Guinée se place sur la liste des équipes favorites en catégorie jeune chez les filles. Les cadettes médaillées d'argent et les juniors ont raflé le bronze lors de la dernière édition en Tunisie. Voilà, mes chers, là aussi, le handball, rien à dire, c'est une continuité, la régularité des compétitions. On attendait la fin des cours avec les examens, place désormais au championnat. Ah, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo au niveau de Le président Paye qui promet non. la pose de la première pierre d'un autre gymnase. Hein. Ouais, ça voilà. c'est déjà beaucoup. Ouais. Vous savez, c'est ça aujourd'hui la différence, c'est un tout petit peu entre le hand. Aujourd'hui, le handball ne va plus au niveau du palais pour faire les coudes avec les autres disciplines. Non, il y a une salle de gymnase dédiée exclusivement au handball guinéen, et là, il n'y a pas de problème. Et vous l'avez dit, le plus important, l'animation, pas que l'animation sporadique, mais l'animation en continu, aussi les résultats, que ce soit sur le plan local qu'à l'international. Et Dieu seul sait, chaque fois que cette discipline représente la Guinée, elle retourne avec les honneurs. Toutes les compétitions au niveau régional, au niveau continental et même mondial, c'est une fédération qui est présente, qui représente la Guinée partout. Et ce n'est pas une cérémonie d'ouverture qui va nous enchanter, c'est vrai. Pour nous, ce n'est que la régularité, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de surprise et on ne sera pas surpris 5 mois après ou 4 mois après quand Mintia fera un autre compte rendu pour nous dire que ce championnat a commencé et est allé jusqu'à la fin sans problème. En tout cas, félicitations encore une fois à cette fédération qui continue véritablement de remplir sa mission, surtout la mission première qui est l'animation, et ça, elle est en train de le faire et bien. Non, le président Paye a dit qu'ils ont une pression, c'est-à-dire la pression c'est quoi? Ils ne peuvent pas sortir, revenir bredouille. Et pour cela, pour revenir avec des résultats satisfaisants, il faut continuer sur l'animation sur le plan national. Non, c'est clair. Vous savez, le plus important, c'est d'arriver au sommet. Et quand on arrive au sommet aussi, le plus dur, c'est comment se maintenir au sommet. Oui. Aujourd'hui, le handball guinéen a atteint le sommet, que ce soit sur le plan continental ou sur le plan mondial. Parce que rappelez-vous, sur les 5 dernières années, le handball est l'une des rares fédérations à participer à toutes les compétitions, que ce soit au niveau de la zone 2, au niveau du challenge continental, au niveau de la Can handball, senior dames, au niveau de la Coupe du Monde. Cette fédération est toujours présente. Donc aujourd'hui, c'est vrai, quand le président parle de pression, c'est cette pression-là commence à se maintenir au niveau du haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan local, cette fédération joue chaque année son championnat régulièrement. Et au-delà de ça, c'est l'une de ces fédérations qui s'entraîne tous les jours régulièrement dans toutes les catégories. Ils ont un programme régulier. Les matins, c'est les minimes qui sont là. Vous partez, vous trouvez des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui sont en train d'apprendre comment jouer le handball. Et
l'équipe qui doit jouer l'année prochaine, catégorie des cadettes, se prépare cette année. Donc à ce niveau, il y a toujours la relève qui est préparée par le DTN qui est toujours au gymnase de handball, Bakary Kaba, que vous connaissez tous, qui est au four et au moulin. Donc moi, à mon niveau, concernant la fédération de handball, il n'y a pas de problème. Et le championnat qu'on regarde tous les soirs, quand vous partez, vous trouverez tous les soirs, le gymnase est plein à craquer. J'ai regardé avant-hier un match entre l'équipe de Kamsar et USG qui est champion de Guinée en titre. Le palais était plein à craquer. C'était un match très plaisant entre une équipe de Conakry et celle de l'intérieur du pays. L'ambiance était là. Donc, à mon avis, cette fédération aujourd'hui a juste besoin de comment se maintenir au haut niveau. Mais à la base, déjà, voilà, l'essentiel est fait. Et j'espère qu'elle est en train de continuer cette fédération sur cette lancée pour maintenir le cap au plus haut niveau. Et voilà, donc pour être beaucoup plus complet dans ce dossier de handball, il faut rappeler les résultats techniques enregistrés au compte des matchs joués le samedi 19 juillet. Olympique a été battu par l'équipe de Fria 22-21. USG bat très très fort, lourdement d'ailleurs, l'équipe de Sangaredi 45-16. L'écart est assez abyssal. Sinon, dans la rencontre qui a opposé les deux voisins, c'est-à-dire le derby de Kakandé entre Kamsar et Bokeh, c'est soldé par une victoire de Kamsar, le score de 37-27, c'est-à-dire 10 buts d'écart entre les deux voisins. Et ce championnat féminin suit son cours normal au gymnase du stade du 28 septembre. Nous y reviendrons pour d'autres informations concernant le handball guinéen tout court. Sinon, mes chers, merci pour toute cette expertise. C'est un plaisir, merci à vous. Mamoudou, merci et on se retrouve très prochainement. Très très prochainement. Merci à tout le monde. C'est un plaisir en tout cas de partager ce plateau avec surtout le Kontiki qui est là. Notre Kontiki national, c'est qu'on a. Voilà, tu ne cesses de le taquiner. Ça fait plaisir. Mais à l'interne, il est poli. Voilà. Tout ce qui est bien, qui finit bien, mesdames et messieurs, la bonne humeur sportivement. Et on s'arrête là pour ce dimanche, tout en disant merci à l'ensemble de l'équipe technique qui nous a accompagnés, mobilisés autour de Yamoussa Kamara à la réalisation. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres infos sportives qu'il vous faut. Au revoir et bonne suite de programme sur la RTG.